Bonsoir et bienvenue à Bienne où un groupe de citoyennes et citoyens se mobilise pour sauver de la destruction le patrimoine industriel de la ville. Son mot d'ordre, réutiliser plutôt que démolir. Baptisé Réusine, il est en train de dresser l'inventaire des signes dignes d'être maintenus en vie selon lui, mais dans d'autres affectations. Il entend aussi sensibiliser les autorités, les maîtres d'œuvre et le grand public à l'importance de ces témoins du passé qui ont façonné l'image et l'identité de la ville. Nos guides du jour nous emmènent en balade. Dans cette émission, nous partirons également du côté du Locle, dans un décor digne d'une maquette ferroviaire. Et nous battrons le fer en cadence avec des passionnés de l'art de la forge. Mais pour commencer, voici les infos romandes du jour en bref. L'autoroute a été bloquée brièvement ce matin à l'entrée de Lausanne. Plusieurs activistes du climat se sont assis et ont collé leurs mains sur la chaussée. Leur demande que la Suisse agisse plus rapidement dans la rénovation thermique des bâtiments. Notre Assemblée fédérale a été formée par les meilleurs scientifiques de Suisse. Ils savent qu'on a 3 ans pour commencer à faire les choses sérieuses. Pour l'instant, ils ne font rien. À part trouver les moyens d'hurler assez fort pour qu'ils nous entendent, je ne sais pas quoi faire. Renovate Switzerland annonce d'autres actions de blocage durant le mois d'octobre dans toute la Suisse. Bonjour. Bonjour madame. Ils sont des milliers de parents, dont tout le canton de Vaud, à attendre une place pour leur enfant en garderie ou en accueil parascolaire. Pour pallier ce manque, la commune de Lausanne ambitionne de créer 1200 places d'accueil de jour supplémentaires d'ici 2026. La volonté, c'est de développer des places avec l'enjeu de trouver le financement, les lieux, le personnel. Autre défi, trouver des locaux comme ici dans le quartier de Malais où des espaces existants ont été transformés. Coût total de l'opération, 30 millions de francs. Karine, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices du comité Réusine qui œuvre pour le maintien du patrimoine industriel de Bienne. Et tout est parti d'ici. C'est ça. Donc c'est le bâtiment de la Micron et c'est d'ici que c'est parti. Grâce à un groupe d'architectes qui se sont réunis et ils se sont dit maintenant il faut qu'on sauve ce qui reste. Et voilà, c'est parti de là. Et qu'est-ce qui reste de cet ancien site de l'entreprise Micron? Rien du tout. Donc il partira, il va être démoli complètement pour une nouvelle construction d'habitation. Vous avez établi une liste des sites dignes d'être sauvés. Certains d'entre eux ont malheureusement déjà disparu. Sur quels critères vous vous êtes basé? Donc tout d'abord, ce sont des sites de production industrielle. Ensuite, ce sont des bâtisses, comme on voit ici, importantes, avec des matériaux de qualité très souvent. Donc ce sont des endroits qui sont importants pour notre identité, pour l'identité de la ville de Bienne et de la région. Parfois, ça peut coûter très cher de rénover certains bâtiments très anciens. Ce n'est pas forcément le cas des sites que vous avez répertoriés. Non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, la démolition et la reconstruction de quelque chose de nouveau coûte tout aussi cher que de maintenir un bâtiment qui est déjà existant. Donc, il y a plein de matériaux qu'on n'a pas besoin d'acheter qui sont présents sur site. Donc, il n'y a pas que au niveau financier que c'est important ou intéressant, mais aussi au niveau énergétique et au niveau de l'écologie. Très bien, je vous remercie. On va poursuivre notre visite tout à l'heure avec vous. Le temps pour nous d'aller découvrir le patrimoine industriel du Locle dans les montagnes neuchâteloises et plus précisément un dépôt ferroviaire ou automotrice de la SNCF et locomotive des CFF se sont côtoyés jusqu'en 2013. Le site est toujours en service grâce à un couple de passionnés. C'est un reportage de Mathieu Opliger et Jost von Reding. D'un seul regard sur ce décor qu'on pourrait imaginer être celui d'une maquette de train, on peut distinguer 2 lieux extraordinaires, l'un et l'autre classés au patrimoine. Ici, nous nous trouvons dans un très joli endroit, sur un petit plateau, en dessous de la Villa Blanche du Corbusier et au-dessus de la ville du Locle. Et nous avons une belle vue sur la ville.
et c'est un terrain qui est protégé, qui est sous protection du patrimoine. C'est qu'effectivement, ce dépôt de train est le témoin d'une industrie florissante dès le XVIIIe siècle. Dans les Hauts du canton de Neuchâtel, l'industrie des machines est bien sûr l'horlogerie. Au début du siècle passé, il y avait vraiment un engouement dans les montagnes neuchâteloises pour avoir son propre chemin de fer. C'était surtout les Loclois, les chaux-de-fauniers aussi qui ont tiré à la corde. Et c'était la ligne du Jura-Simplon qui devait se prolonger en France, à Besançon et plus loin. Et donc c'est pour ça qu'on a une infrastructure assez quand même importante ici. Et de fait, ce site est le résultat d'une collaboration franco-suisse. Les deux dépôts en témoignent, l'un suisse en bois, l'autre français en pierre. Sur ce site, on trouve les dépôts PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, avec ses cheminées d'époque. Et ce dépôt en bois qui était au CFF à l'époque, avec sa maison de gare qui était à côté. Des locomotives, des wagons et des draisines sont rénovés ici. À terme, l'envie est de créer un musée. Certains vieux wagons devraient permettre de boucler une partie du financement. On va organiser l'élimination de plusieurs wagons qui sont devenus malheureusement hors d'usage entre-temps. Et avec le prix de la ferraille qui va peut-être augmenter, on pourra drainer quelques fonds. Prochaine étape, l'acquisition d'un wagon de l'Orient Express, celui-là même qui traversait au siècle dernier les contreforts du Jura via Vallorbe. Cet endroit est juste incroyable. Karine, on se trouve où? On se trouve à la Dispo, on est à Nido, c'est une commune voisine de Bienne. Alors je me réjouis de voir l'intérieur. Entrez. À l'origine, c'était une usine métallurgique. Ensuite, il y avait une fabrique de vélos, il y avait la PTT, Swisscom, Expo02. Donc, il y avait plein d'utilisations très variées, très différentes. Et puis aujourd'hui, c'est un lieu public où tout le monde peut venir. C'est un site modulable selon les besoins. Et maintenant, on parle bien d'occupation temporaire. C'est ça. Dans le cadre de ce vaste projet immobilier Raglolac, ce site est appelé à disparaître lui aussi. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un début de prise de conscience quant à l'importance de la sauvegarde du patrimoine industriel? Je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps parce que c'est des bâtiments qui commencent à avoir l'âge et puis souvent aussi ont été longtemps sans utilisation et donc on commence à réfléchir à comment on réutilise par la suite. Et donc la démolition, c'est une possibilité qu'on aimerait éviter. Je vous remercie beaucoup, Karine, de nous avoir accompagnés dans cette balade biennoise. On va s'intéresser à présent à une autre espèce en voie de disparition, les forges, qui ont pour la plupart disparu pendant la période de l'industrialisation, alors qu'avant, il y en avait pratiquement dans chaque ville et village. Mais les anciennes techniques du fer connaissent un regain d'intérêt, notamment auprès des jeunes. C'est un reportage de Jost von Reding. Durant des siècles, Vallorbe a été un haut lieu de la métallurgie. Un passé industriel aujourd'hui pratiquement disparu, mais dont témoigne encore le musée du fer et du chemin de fer. Très apprécié, les démonstrations du travail à la forge. C'est qu'il y a un réel regain d'intérêt pour cette pratique, surtout auprès des jeunes. Il n'y a qu'à voir dans les forgerons et forgeronnes du musée, on a une bonne dizaine. Pour la plupart, on est dans les 30 ans. Je pense que la moyenne, elle est à 30-35 ans. Il y a une poésie quand même dans le feu, dans la matière rouge. Quand on forge une pièce, la pièce, le moment où elle sera le plus belle, c'est quand on la sort du feu, c'est quand elle est rouge. C'est quelque chose qui est réservé aux forgerons, ça. Ici, à Charmey, dans le canton de Fribourg, Paul Savary a aussi succombé au charme du feu et de la forge. À seulement 22 ans, il peut déjà se targuer d'une solide expérience grâce à la transmission des techniques par les anciens. C'est vraiment quelque chose de très intime, c'est-à-dire le maître avec son apprenti comme à l'époque. L'apprenti écoute, il regarde une fois la démonstration et puis ensuite il essaye. Et puis il y a toujours le maître de l'apprentissage qui est derrière et qui corrige, adapte et conseille sur cette transmission. Une bonne partie de son temps libre, il la consacre à améliorer sa technique avec, depuis ses débuts, des objets devenant toujours plus complexes. Un couteau style, comment on peut dire, romain, donc qui est en une pièce, une
fourchette pour cervelas ou fondue si on veut. Des petites pièces comme ça qui permettent diverses techniques, donc des escargots. Et puis un simple pendoir à manteau pour mettre le chapeau et le manteau. Avec en ligne de mire la fabrication d'une hache, sa production de masse a fait oublier tout le savoir-faire qu'il faut pour réaliser cet outil. La hache, maintenant, on arrive chez Jumbo, on prend notre hache et puis voilà, elle est faite. Mais à l'époque, c'était des heures et des heures de travail. Le Graal, c'est vraiment d'arriver à cette hache, d'arriver au summum, de pouvoir justement relancer cette vieille façon de faire. C'est un paradoxe. Malgré cet engouement pour les vieilles techniques de forge, l'apprentissage et le CFC de forgeron a été supprimé. Ce qui, ici à Valorbe, donne des idées pour des nouvelles filières de formation. Ça peut balayer très large, à la fois la réduction du minerai en fer, à la fois le travail de la forge, à la fois le charbonnage, tous ces métiers finalement qu'on a perdus au fur et à mesure des siècles avec l'industrialisation. Et maintenant, c'est à nous de monter un centre de formation. Se réapproprier les techniques de base, un bon moyen de cultiver une certaine autonomie en ces temps où les chaînes d'approvisionnement ne sont plus entièrement fiables. Marguerite, bonjour. On vous a rejoint ici derrière la gare, entre la gare et le lac. Vous êtes historienne. C'est un site emblématique de l'industrie du passé biennois, celui de la General Motors, c'est ça, hein? La GM, effectivement, elle était très importante pour le développement de la ville, surtout dans les années 30, dans la grande crise économique. Elle était créée au moment de cette crise où il y avait beaucoup de chômage et c'était les ouvriers de l'horlogerie qui y travaillaient. C'était vraiment l'idée de créer des nouvelles places de travail ici avec un autre domaine que l'horlogerie. Et l'automobile était à cette époque-là le futur. Ce sont vraiment des témoins de l'essor de la ville et du bilinguisme de Bienne. Oui, bien sûr, le bilinguisme était beaucoup lié à l'industrie parce que la ville de Bienne n'avait pas une population assez grande et c'était surtout beaucoup de gens qui venaient du Jura, déjà pour l'horlogerie, mais plus tard aussi pour les autres industries. Très bien, je vous remercie beaucoup Marguerite d'avoir partagé vos connaissances inépuisables de la ville de Bienne avec nous. Il est déjà temps de retrouver notre série de la semaine consacrée aux métiers physiques et on va un petit peu vous donner le vertige aujourd'hui avec une immersion dans l'univers des travaux spéciaux. C'est un reportage de Flore Ducet, Yvan Illy et Erwan Jacques. Cette photo de la construction du Rockefeller Center a exactement 90 ans. Pour bâtir les gratte-ciel de New York, il fallait avoir le pied montagnard et l'estomac plutôt bien accroché. 9 décennies plus tard, le vertige est toujours garanti, mais le risque de tomber dans le vide, lui, est clairement limité. Avant la mise en service de cette ligne à haute tension, ces peintres apposent une couche anti-corrosion sur les pylônes. À chaque étape de la construction, il y a une participation de l'homme, de l'ouvrier spécialisé, parce que là, vous imaginez, ils sont peut-être à 70 mètres du sol. Ils ont tout un processus à suivre, ils doivent s'attacher de différentes manières et ça prend à peu près 20 minutes depuis la fondation, depuis le sol, pour atteindre le sommet d'un pylône. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils descendent, ils doivent justement respecter toutes ces mesures de sécurité de façon à pouvoir effectuer leur travail en toute sécurité. En Suisse, quelques dizaines d'entreprises se partagent le marché des travaux spéciaux. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Sur le domaine skiable, des portes du soleil ou des paravalanches doivent être installées avant l'hiver. Tu veux pas que je mette celui-là en tension et je relâche celui-là? Tu relâches celui-ci en même temps, ouais. On est dans une pente qui est supérieure à 30 degrés. On fait les forages avec cette machine. On fait des trous à entre 6 et 3 mètres, ça dépend de la position des forages, pour retenir ces filets pour les ancrer au terrain.
Océane exerce depuis peu l'activité de cordiste. Cette franco-canadienne pratiquait déjà l'escalade et la voile. Je voulais vraiment faire de la falaise, vraiment être en hauteur, en montagne. Quand je suis ici, moi, j'arrive ici tous les matins et j'ai vraiment le sourire. Quand je me suis lancée, en fait, j'ai tout de suite trouvé ma place. Voilà, et je suis bien maintenant dans ce métier-là. Génie civil, construction de passerelles ou encore sécurisation de falaises, une profession acrobatique validée en plusieurs semaines. Donc on a des modules de formation qui sont reconnus en Suisse ou à l'étranger, qui permettent d'avoir les connaissances pour travailler sur corde. Le froid, le chaud, le vent, la pluie, c'est surtout Dame Nature qui détermine si le job est agréable ou non. Notre immersion au cœur du patrimoine industriel biennois se termine ici. Demain, vous aurez le plaisir de faire la connaissance de Jessica Renaud qui rejoint l'équipe de Couleurs Locales à la présentation. Elle vous emmène dans l'agglomération fribourgeoise pour faire le point sur l'avancée des travaux de différentes pistes cyclables. Et puis nous nous pencherons également sur un ouvrage d'importance dans le canton de Vaud, un viaduc ferroviaire. Sans lui, les TGV au départ de Lausanne ne pourraient tout simplement pas rejoindre Paris. Et puis vous le savez, vous pouvez glisser vos remarques et suggestions sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.